Pourquoi j'ai choisi la médecine? Ça, c'est une excellente question. Je vais essayer de répondre très honnêtement. Parce que la physique, la chimie, les mathématiques ne m'amusaient pas beaucoup. Par contre, la biologie, j'aimais beaucoup. Et les études qui étaient les plus proches de la biologie, c'était la médecine. Je vous parle de 1960, parce qu'entre-temps, les choses ont peut-être changé. Donc c'était la... Et une deuxième chose qui est inavouable, mais je vais vous l'avouer quand même, c'est que c'était les études les plus longues. Et donc je trouvais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour quelqu'un qui n'avait pas envie de rentrer tout de suite dans la vie hyperactive, l'industrie. Voilà. Donc c'était, mais avant tout c'était parce que c'était de la biologie, donc c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, qui me passionnait à l'époque, et je pensais que la médecine était quand même le plus proche des sciences biologiques. Voilà les raisons, la principale raison. L'autre raison est un peu secondaire. Et la néphrologie? Alors la néphrologie, j'ai découvert la néphrologie en 1963. Vous savez que le deuxième congrès de la Société internationale de néphrologie s'est tenu à Prague en 1963. Et j'étais étudiant en médecine et j'ai aidé un petit peu le comité d'organisation parce que je parlais le français, etc. Donc c'était ma première découverte de néphrologie. Mais en fait, la vraie découverte de néphrologie, c'était toujours en 1964, dans les années 60, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y avait une école, j'étais à Prague, en République tchécoslovaque à l'époque, et il y avait une école de néphrologie assez connue, assez reconnue, qui était dirigée par Jan Brod, qui était d'ailleurs le président de ce deuxième congrès. Et donc j'étais dans un service où la néphrologie en tant que telle existait, et c'était quelque chose qui me paraissait comme à l'époque la discipline médicale la plus scientifique. On parlait de clearance, on parlait de taux maximum de réabsorption. Donc c'était quelque chose qui était quand même fascinant. Ça me paraissait beaucoup plus d'une approche intellectuelle que l'approche classique de gastro-entérologie ou de cardiologie. Donc ça c'était la chose. Et une deuxième chose qui m'a beaucoup impressionné, en 1964, un néphrologue tchèque, qui était le professeur Otto Šuk, a écrit un livre qui était pratique. Le livre s'appelle La néphrologie pour le praticien. C'était un livre remarquable. C'était pratiquement un des premiers livres de néphrologie pour le praticien. Donc ça, c'était les principales raisons. Mais surtout l'aspect, si vous voulez, l'aspect scientifique, plus qu'empirique, basé purement sur l'examen clinique qui était important. Donc ça, c'était les principales raisons. Et la deuxième raison, c'est que j'ai eu l'occasion à cette époque de côtoyer un petit peu cette cardio-néphrologie tchèque, qui était une équipe remarquable, qui était toujours dirigée par Jan Brod. Et c'était une équipe qui ne faisait pas seulement de la néphrologie, c'était de la néphrologie, mais c'était une équipe également qui avait une optique cardiovasculaire énorme, très, très importante. C'est les premiers travaux sur l'hémodynamique systémique, de la maladie rénovasculaire, l'hémodynamique dans l'hypertension essentielle, étaient développés par cette équipe. Quand on parle du syndrome cardio-rénal aujourd'hui, le syndrome cardio-rénal, mais c'était quelque chose qui était déjà connu à l'époque, la relation entre insuffisance cardiaque, fonction. Donc on n'a rien inventé. Donc c'était une équipe très dynamique et avec des gens remarquables qui ont fait des carrières après aux États-Unis. Savez-vous par exemple que Gans, vous connaissez la sonde Swan-Ganz, que Gans a développé cette sonde à Prague, chez Brod. Et il a émigré ensuite aux États-Unis, chez Swan, et ça s'est appelé Swan-Ganz. Mais Gans était le créateur, au départ, un des créateurs de ces sondes. Pour vous situer l'équipe dans laquelle ça se situait. Je trouvais ça fascinant. Et c'est pour ça un peu que même quand j'ai fait de la néphrologie après, je me suis orienté vers un aspect un petit peu hémodynamique, cardiovasculaire en néphrologie. Parce que c'était quelque chose que j'avais déjà fait, que j'avais déjà un peu abordé à l'époque, du moins intellectuellement. Voilà, c'est facile. Je pense que je ferais le même choix. Mais en plus de ça, si j'avais... C'est difficile. Mais si je devais recommencer aujourd'hui, à un âge décent, je ferais vraisemblablement toujours le même choix, mais peut-être que je me focaliserai également un peu plus dans la recherche fondamentale, parce que je suis à la base clinicien, quand même, malgré tout ça. Et donc, si j'avais quelque chose à refaire, je referais certainement cette orientation clinique,
mais peut-être avec en plus ce que font aujourd'hui les jeunes, un domaine plus poussé, une expérience ou une formation plus poussée dans le fondamental. Parce que être clinicien c'est très bien, mais le fondamental c'est pas mal non plus, et surtout quand on peut faire la transition entre les deux. Ça serait... Voilà, c'est pas toujours faisable, mais enfin on revient pas en arrière. Hein. Oui, alors j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé, c'est un grand mot, mais j'ai eu l'occasion de travailler dans des services de grands maîtres. Ça m'a permis de connaître Jean Burger. C'est lui qui m'a fait passer l'examen de néphrologie avec Gabriel Richet et Jean-Marie Hidat. Ça m'a permis de connaître ces maîtres, de me connaître également des maîtres dont je vous ai parlé, Jan Brod en particulier, Otto Schwick. Et puis, ce sont des gens remarquables. Hein. Ça m'a permis également de connaître d'autres maîtres. J'ai une histoire un peu compliquée, vous savez. Je suis né en France, donc je suis français, mais j'ai effectivement vécu, parce que mon père était tchèque, j'ai vécu longtemps en République tchécoslovaque. J'y ai fait mes études de médecine, mes premières études. J'ai quitté effectivement ce qui était devenu mon deuxième pays en 1966. Avant les événements de Prague de 68, avant l'invasion, je suis revenu en France parce que mes parents entre-temps étaient rentrés, ma mère était française, mon père était tchèque, mais il a eu l'autorisation de rentrer en France, donc ils se sont transférés en France. Moi j'ai terminé mes études à Prague et je suis revenu refaire mes études en France. Eh oui, j'ai fait 2 fois mes études de médecine. Ah, c'est bien. Je sais pas si c'est bien, je sais pas. La deuxième fois c'était quand même beaucoup plus facile. Hein. Ça s'est fait en accélération, mais voilà. Quelqu'un qui avait choisi la médecine parce que c'était des longues études. Ah, elles ont été longues. Oui, elles ont été longues. Parce que j'ai eu mon diplôme tchèque à l'université Charles en 66. Et en France, j'ai passé ma thèse en 1970. Donc ça faisait 10 ans d'études, vous voyez. C'était l'étudiant éternel. Voilà, vous avez... peut-être que je l'ai fait exprès, mais j'en suis pas sûr quand même, non. Oui, certainement, parce que vous avez des systèmes qui sont complètement différents. Vous avez des systèmes d'enseignement, des systèmes de progression de carrière qui sont complètement différents en Europe centrale et qui sont complètement différents, par exemple, en France. Et donc, être passé par les deux systèmes de formation est très enrichissant. Je pense que c'est un peu pénible de faire les études 2 fois ou de les rallonger, mais c'était quand même très intéressant, c'était très formateur. Et puis vous découvrez des écoles tout à fait différentes, des aspects très différents. L'école tchèque que j'ai bien connue, c'est très germanique. Autrichien, germanique. Vous avez beaucoup de Tchèques qui étaient... Rokitansky, par exemple, le grand était tchèque, hein, vous en avez plein d'autres. Mais c'était très germanique, alors que l'approche française est complètement différente. Et donc je pense que ce mélange des deux est très utile. Je pense que personnellement, malgré le côté un peu pénible de refaire les études 2 fois, je pense que c'était très utile et très enrichissant. Très enrichissant. Et puis en plus, ça vous fait fonctionner la mémoire au lieu de la faire fonctionner 6-7 ans, pendant 10 ans, c'est une bonne façon de stimuler ses neurones. Hein. Non, c'était très bien. C'était très utile. C'était très enrichissant. Alors pendant les études, évidemment, je sais après. Ce qui est le plus stimulant, c'est ensuite quand vous rentrez dans la partie, disons, active. Alors que vous créez, quand vous ouvrez un service, vous êtes créateur. C'est ce qui m'est arrivé. En 1970, j'ai ouvert c'était le premier service d'hémodialyse en dehors de Paris intramuros. Il y en avait un autre qui était à Aubervilliers, chez Pétrovert, qui était le privé, mais dans le public, non lucratif, Fleury-Mérogis, où j'ai travaillé pendant 30-40 ans, était le premier service d'hémodialyse hors Paris intramuros. Donc c'était déjà très satisfaisant de créer quelque chose. Après vous avez alors il y a des moments qui sont un petit peu, disons, narcissiques. Prenons par exemple quand vous avez votre premier papier accepté dans un grand journal comme Circulation. Alors là vous avez l'impression d'être le roi du monde. Vous ne l'êtes pas du tout. Hein. Mais c'est vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose. Là c'est des grands moments. Bon après quand ça se répète, ça ne devient plus des très grands moments. Mais je crois que l'ouverture d'un service, la création d'un service, d'une part, et ensuite
l'orientation dans une voie de recherche clinique, hein, restons modestes, c'est pas de la... Et de progresser, de voir que des idées, par exemple, disons que je suis quand même très content d'avoir introduit chez les néphrologues la notion de pathologie, de maladie artérielle, de la rigidité de l'artère et tout ça. Ça n'existait pas avant, c'est quelque chose qui a pris, c'est quelque chose qui est devenu très populaire. Donc un certain concept qui est également, disons, satisfaisant de voir qu'un de vos concepts a passé la barrière de l'anonymat. Vous voyez, c'est très humain, hein, mais c'est un peu narcissique peut-être. C'est le passage de l'un à l'autre, c'est la médecine, enfin ce qu'on appelle la recherche, la médecine translationnelle, c'est-à-dire de la paillasse au lit. Je crois que c'est ça le but final. Parce que si le but final est de faire que de la paillasse toute sa vie sans aucune conséquence, non, c'est pas non plus. Et donc je pense que ça c'est fondamental. Et pour ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que le fait que les cliniciens qui veulent vraiment faire de la grande carrière clinique soient obligés de passer par des DEA de recherche fondamentale, ça me paraît fondamental. Et c'est ce que je regrette de ne pas avoir fait. Hein. Mais je pense que ce mouvement translationnel, c'est ça le futur. C'est ça le futur, c'est pour ça que la recherche de base doit être faite. Je crois que sans ça, on n'en sortirait pas. L'observation clinique, c'est très beau, mais enfin, il faut avoir la base. Quand vous regardez ce qui se passait, ce que j'ai connu moi dans les années 60, quand les maladies étaient dites idiopathiques, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec le gène qui manque, ceci, bon, ben ça c'est quand même la base, c'est le translationnel qui a fait ça. Je pense que c'est fondamental. Quel est le rôle de la curiosité pour un médecin? Ah ben, je pense que c'est essentiel. Si vous n'êtes pas curieux, vous n'allez pas vous poser de questions. Il faut être curieux. Alors il faut être curieux, la curiosité, il faut qu'elle soit provoquée par quelque chose. Mais vous avez un phénomène que vous n'expliquez pas ou quelque chose c'est la curiosité qui va vous pousser à aller chercher. Donc la curiosité est fondamentale. Sans curiosité, je vois mal une recherche sans curiosité. Il faut être curieux. Un clinicien, il y a beaucoup de cliniciens dont que la curiosité a poussé à élaborer des théories, à demander et à collaborer avec les fondamentalistes et parfois à s'orienter vers le fondamental. Mais c'est la curiosité. Rester dans l'idiopathique, c'était très simple, thrombopénie idiopathique. Bon, voilà. Mais non, là, non, c'est la curiosité, c'est fondamental. Il faut être curieux. La recette d'un clinicien, d'abord, à mon avis, la recette d'un bon clinicien, c'est d'être passé par des bonnes écoles, des bons maîtres. Et c'est fondamental. Parce que c'est là où on apprend. Il faut être curieux et il faut avoir un apport. Un bon clinicien ne sera bon que lorsqu'il a également un apport, une attitude vis-à-vis du malade tout à fait parfaite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit uniquement un excellent technicien qui va vous analyser tout avec une certaine froideur, une rigueur, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas oublier le malade. Et le patient, c'est un cerveau et ça pense et ça a des réactions. Donc je pense qu'un bon clinicien doit être un excellent technicien, avoir une excellente formation, être curieux, mais être également humainement très proche de son patient. Vous ne savez pas arriver à dire, mon vieux, vous avez un cancer du pancréas aujourd'hui, on est désolé. Hein. Vous savez, c'est le genre d'approche qui n'est peut-être pas là. Il faut être, comment vous dire, il faut avoir une approche humaine en plus. Être technicien, curieux et humaniste. Je pense que c'est fondamental. Moi, je me souviens toujours, un de mes premiers contacts avec la médecine à Paris, c'était en hématologie avec les enfants leucémiques. C'était Jean Bernard qui présidait, qui dirigeait la séance et qui interrogeait. Et j'ai été frappé par Jean Bernard, la façon dont il parlait aux enfants, la façon dont il les abordait, les parents, c'était fantastique. J'avais connu d'autres qui disaient, bon, vous savez, c'était pas du tout, non. Et ça m'a énormément frappé. C'est le premier souvenir que j'ai réellement de la médecine, d'un maître de médecine à Paris. C'était Jean Bernard avec les enfants leucémiques. Et l'approche, je découvrais quelque chose. Bon, j'étais jeune, vous savez, quand on est jeune, on approche les choses, on prend pas trop de gants. Non, là, j'ai découvert vraiment ce qu'est une vraie approche humaniste, avec les enfants en particulier et les parents.
car c'était des pédiatres, enfin c'était des enfants leucémiques. Et ça m'avait beau. J'y pense toujours. À chaque fois ça me. Et voilà, c'était un maître, ça, un vrai. Non seulement qui avait réussi à faire des écoles, à développer l'hématologie et tout, mais qui en même temps était un grand humaniste et qui avait un abord. Ça c'était un grand souvenir que j'ai. Ah, ça c'est alors le résumé. Ah, ça c'est difficile. Il y a tous les aspects. Il y a quelque chose qui est magnifique. Il y a quelque chose qui est magnifique, c'est quand vous avez un patient qui est malade, qui a vraiment une grande complication, que vous faites un bon diagnostic et que vous le sortez guéri. Et ça c'est le but de la médecine. Ça c'est fantastique. Je pourrais vous raconter des épisodes comme ça. Ma première intervention clinique en France à l'époque, c'était toujours à l'hôpital où j'ai travaillé, dans un service de psychiatrie, où il y avait un Espagnol, qui était un républicain espagnol, qui avait fait tout le tour de tous les hôpitaux psychiatriques de France et de Navarre, si j'ose dire, pour des troubles de comportement, des fugues, bon, il était considéré complètement comme fou. Et puis personne ne s'était jamais penché, aucun des psychiatres à l'époque, pour savoir si cet homme avait d'autres problèmes. Et puis je me souviens avoir vu cet homme pendant une crise de démence, comme on dit, couvert de sueur, tremblotant, étant complètement, ce qui lui valait d'habitude de l'équanil ou de la chlorpromazine. Je vais faire un prélèvement de sang. Et il avait une glycémie effondrée. C'était ma première publication dans la presse médicale. Et donc on a fait un diagnostic d'un insulinome. Bon, il était opéré, il a été guéri. Ça, vous voyez, c'était... Bon, ça c'est un début de la médecine. Et c'était ma première publication en 1970. Donc ça c'est de la satisfaction, de trouver Alors ensuite je ne parle pas des gens qui ont fait des grandes découvertes. Quand vous partez d'un syndrome idiopathique et vous trouvez le gène et vous avez exactement ensuite, bon, ça, on sort totalement de ma carrière et de mes capacités. Mais je vous dis, faire sortir un malade des ennuis, le sortir là dans le cas présent des hôpitaux psychiatriques, bon, c'est très satisfaisant. Puis vous avez ensuite, effectivement, non ? Ah, moi je crois, ça dépend des caractères des uns et des autres, mais la passion est quelque chose d'important. Et si vous faites quelque chose, autant le faire de façon passionnée. Alors on peut parler de façon passionnée ou pas, mais n'oubliez pas que je suis à moitié espagnol quand même. Donc je suis un peu méditerranéen, je bouge les mains, mais je pense que la passion, oui, être passionné, c'est fait curieux et passionné, ça va de pair. Je crois que c'est... Maintenant vous avez des gens qui sont beaucoup plus tranquilles, qui sont beaucoup plus posés, qui ne vont pas utiliser les gestes, mais vous savez très bien qu'en Italie, la gestuelle, elle est là aussi. Non, c'est vrai que je suis assez... Oui, ça fait partie de mon caractère. Alors, ma passion à mon âge maintenant, ma passion médicale serait une fois de plus, bon là je me consacre maintenant beaucoup surtout à des protocoles de recherche physiopathologique. Donc ma passion serait effectivement de continuer à réfléchir le pourquoi de certaines anomalies, le pourquoi de... bon, actuellement ce qui me passionne c'est quels sont les phénomènes de vieillissement précoce au niveau artériel et cardiovasculaire chez l'insuffisant rénal. J'aimerais bien savoir pourquoi un insuffisant rénal vieillit plus vite. Quelle que soit sa fonction, musculaire, cardiaque, artérielle. C'est très compliqué et il faut du fondamental à ce moment-là. Et heureusement, on est entouré d'équipes qui dosent, enfin qui travaillent sur le vieillissement d'une façon générale. Vous avez toutes les équipes qui travaillent sur Cloto, sur le FGF23, le syndrome de Stewart. Enfin bon, c'est ce qui me actuellement j'aimerais bien savoir avant d'arrêter complètement ou de ne plus pouvoir penser quelle est l'origine, qu'est-ce qui se passe réellement. Ça, je ne sais pas. Il y a de multiples possibilités, et ça me passionne. C'est pour ça que je ne me suis pas encore arrêté. Et hors de la médecine ? Alors, hors de la médecine, j'aime beaucoup, il y a plein de choses que j'aime. J'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup le vin, trop. J'aime la bonne chair, les voyages, le vin, la bonne chair, la littérature, le ski. Rien de très extraordinaire. Oh, non, mais une bonne fois, je dirais. Alors, quels sont les vins ? J'ai une préférence assez prononcée
pour le vin blanc de Bourgogne, hein, c'est-à-dire les chardonnays de Bourgogne, qui est l'origine du chardonnay, que ce soit les Puligny, les Montrachet, les Bâtard Montrachet. Et dans les rouges, je suis beaucoup plus polyvalent. J'aime beaucoup également le pinot noir de Bourgogne, j'aime beaucoup les Bordeaux, j'adore les vins du Piémont. Ça, je vous dis tout ce qu'il y en est. Et pour les livres, alors j'aime bien les romans d'une façon générale, mais ce que j'adore beaucoup, c'est les vrais livres d'histoire, écrits par des historiens sur certaines époques importantes. L'histoire m'a toujours passionné, et donc je préfère, donc de temps en temps, je lis un Ken Follett ou quelque chose, hein, comme tout le monde. Et j'aime beaucoup les livres d'histoire, vraiment les livres d'histoire, la guerre de 100 ans, la guerre napoléonienne, la Révolution française, enfin des vrais livres d'histoire. Parce que l'histoire, c'est le plus beau roman de l'humanité. Les romans, c'est très bien, mais le vrai roman, c'est l'histoire. Donc, je lis énormément d'histoire. Eh bien, je vais vous dire que je pense... C'est assez important. Quand vous regardez, il faut comprendre comment a évolué votre propre discipline. Et c'est pour ça que l'histoire de la médecine, l'histoire de la néphrologie, qui a été d'ailleurs très bien, il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à l'histoire de la néphrologie, Gabriel Richet à un moment également. Et c'est assez important de savoir comment a progressé votre propre connaissance. Comment se sont faites les premiers diagnostics, des gens qui goûtaient l'urine pour savoir si c'était sucré, si c'était pas sucré, quelle était la couleur. C'est en apprenant un peu le développement d'une discipline. C'est pareil pour les développements techniques. Quand vous regardez comment s'est développée la technologie, dès le départ, on a toujours l'impression que les ancêtres ils connaissaient pas grand-chose, mais ils étaient aussi intelligents que nous. Et si aujourd'hui on a pu progresser, c'est parce que des générations ont créé ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et ça, c'est l'histoire qui va vous l'enseigner. Quand vous regardez l'histoire de la chirurgie, quand vous apprenez comment ça s'est fait de la chirurgie de guerre, les barbiers, ça vous rend un peu plus modeste. Hein, vous cessez de vous prendre pour le grand génie du siècle, et surtout ça vous donne vraiment l'approche même intellectuelle et scientifique. Comment c'est fait votre discipline? Et je pense que c'est important. Beaucoup de jeunes diraient mais j'en ai rien à faire aujourd'hui de savoir que les gens goûtaient l'urine à l'époque, ou faisaient de l'uroscopie, des trucs comme ça. Je pense qu'il faut savoir comment s'est développé un petit peu une discipline. Je pense que c'est pas, certains vous diront que c'est pas fondamental, mais moi je pense que c'est important. Moi je pense que c'est important, et c'est important dans tous les domaines. Ça vous rend beaucoup plus, même au niveau non plus de la médecine, mais de l'histoire des technologies. C'est très instructif de voir comment sont développées les différentes technologies, le fer, le cuivre, les machines, les premières machines, les premiers outils. C'est de la physique appliquée en plus souvent. Donc je pense que c'est assez important. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que l'histoire de la médecine soit enseignée. Elle est enseignée un peu, mais c'est en général une ou deux heures de cours. C'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, ça vous rend beaucoup plus modeste. Indirectement, oui, mais on n'a pas encore parlé de l'enseignement. Je crois que c'est également très... Alors là, le problème de l'enseignement, sans bon enseignement, il n'y a pas de bonne formation. Le problème de l'enseignement, il y a deux types d'enseignement. Il y a un type d'enseignement classique, académique, structuré, qui est un petit peu ennuyeux souvent. Et puis il y a le type d'enseignement beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus polyvalent souvent. À un moment, il y avait ce qu'on appelait l'enseignement intégré, parce que ce qui était une certaine nouveauté à un certain moment. Jadis, quand vous aviez l'enseignement, c'était très académique. Moi, quand j'ai commencé en 1960, il y avait l'anatomie, alors vous appreniez par cœur tout. Bon, c'était pas amusant du tout parce que c'était uniquement de la mémorisation et ça ne vous apportait pas. Mais pourquoi je fais tout ça? Alors, évidemment, il faut connaître le corps humain. Et puis il y a eu ensuite des enseignements beaucoup plus structurés, l'enseignement anatomie, mais en même temps avec l'anatomie fonctionnelle. Et ça, bon, il faut que l'enseignement soit en même temps quelque chose de vivant et d'intéressant.
il ne faut pas se borner à essayer de faire mémoriser les faits, il faut faire comprendre les faits, il faut voir comment... C'est la base d'ailleurs de ce qui va devenir translationnel plus tard. C'est-à-dire, c'est très bien d'apprendre par cœur tous les signes cliniques de quelque chose, mais il vaut mieux apprendre pourquoi ils sont là. Et malheureusement, j'ai un peu l'impression que souvent, c'est... Comment dirais-je ? C'est pas vécu assez dans nos facultés. Je pense que c'est souvent des cours, parce qu'il faut le faire. Maintenant, c'est pas facile quand vous avez un amphithéâtre de 150. Mais alors, le meilleur enseignement pour moi, c'est l'enseignement par petits groupes, par groupes structurés. On dit que les classes sont trop... les classes dans l'école, il y a 30... C'est pareil dans un enseignement en médecine. La meilleure chose, c'est d'être par les petits groupes. Mais c'est pas facile. C'est facile à dire, c'est pas facile à réaliser. C'est pas facile à réaliser. Mais je pense que c'est fondamental. Et ce qui est fondamental, c'est un bon enseignant. Et un bon enseignant saura vous diriger correctement dans l'acquisition des connaissances. Pas seulement théorique, pratique, avec des modèles appliqués. Mais c'est vrai pour toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Enseigner, oui, j'aime ça. On le voit. J'aime ça, oui, je trouve que c'est... oui, alors il y a une autre chose pour enseigner, c'est que il faut enseigner ce qu'on aimait enseigner, mais enseigner également ce qui vous intéresse. Alors je ne vais pas vous dire que j'aime enseigner tout, c'est pas vrai. Mais j'aime enseigner en particulier les domaines qui sont les miens. Et pour enseigner, il faut comprendre. Et vous savez, c'est pas facile. Avant de comprendre la mécanique artérielle, qui est ce qui m'amuse aujourd'hui, j'ai mis des années. Avant de comprendre moi-même. C'est uniquement quand j'ai compris que j'ai pu enseigner. Et ça, c'est fondamental aussi. Et ça, c'est pas facile. J'ai mis des années, je vous assure. Enfin, quand j'ai compris, ça allait. Mais au départ... Et si vous comprenez ce que vous enseignez, c'est important. Alors évidemment, les enseignants en général, mais je crois que c'est important aussi. Pour faire passer un message, il faut soi-même savoir, avoir la perception du message que vous voulez passer. Voilà, mais j'aime enseigner, oui, tout à fait. Oh, ce que j'ai fait, bon, restons modestes, Bon, j'ai effectivement été occupé, j'étais président de l'ERA-EDTA pendant 3 ans. Bon, qu'est-ce que j'ai fait à part introduire la notion de groupe de travail qui n'existait pas, de permettre à des gens de se rencontrer dans des disciplines très diverses, la cardio-néphrologie, l'immunonéphrologie clinique, bon ça, de développer peut-être un peu les programmes de recherche, voilà, mais vous savez, on n'est jamais seul, on est toujours avec une équipe, et il faut dire que l'équipe avec laquelle j'ai travaillé était une équipe très bien, ça c'est bon, active. Donc voilà, je pense que c'était une très très belle expérience. Je pense également que je suis très européen, donc en plus un père tchèque, une mère espagnole née en France, donc je suis très pro-européen et je pense que c'est un des rôles très importants de l'ERA-EDTA de réunir et de stimuler la néphrologie européenne, l'interaction avec les équipes des différents pays, France, Italie, Allemagne, dont la notion de groupe de travail. Je pense que c'est la collaboration au niveau de l'Europe. Je pense que le potentiel européen est énorme. On pense tous avec l'Amérique. Je pense que notre potentiel est aussi grand, sinon plus important, car beaucoup des grands américains viennent d'Europe et ont été formés en Europe. Le problème, c'est d'en avoir peut-être les moyens dans le futur. Mais je pense que la collaboration européenne à ce niveau-là est quelque chose de fondamental. Pour moi, ça a été une très belle expérience de travailler avec des Allemands, des Danois, des Italiens, des Espagnols. Ça a été très enrichissant. C'est quelque chose que j'ai trouvé enrichissant réellement. Maintenant, au niveau de votre apport personnel, il faut rester modeste. L'ERA-EDTA est aujourd'hui ce qu'elle est parce qu'elle s'est développée comme ça. Il y a eu des congrès fantastiques. Déjà le premier congrès de
Glasgow, avec les comités scientifiques, le congrès de Berlin, qui ont fait que le DTA était déjà en une pente très ascendante et donc qui est quelque chose qui est de plus en plus reconnu. Donc ma participation reste modeste. Hein. Bon, pendant 3 ans j'étais à la tête, mais voilà. Bon. Ça s'est bien passé, l'activité a augmenté, on a créé des bourses de recherche, on a créé des bourses tout court, des groupes de travail, voilà, très bien. Et vous êtes optimiste pour le futur de la néphrologie européenne? Je pense que la néphrologie européenne est sur une bonne voie. Je pense que on le voit effectivement à l'impact, parce que de l'ERA-EDTA, dans le passé n'était pas ça du tout. Hein. Mais depuis maintenant, disons, une dizaine d'années, vous n'avez qu'à regarder le nombre de participants au congrès. Le dernier congrès de Prague, il y avait 8000 médecins. Alors si on exclut les congrès de Milan, qui était un World Congress, un congrès mondial, ou celui de Berlin où il y avait 10 000 participants, celui de Prague, il y avait 8 000. Et l'année prochaine à Paris, ne soyez pas surpris si vous avez 10 000 participants médecins, je ne parlerai pas des staffs techniques et autres. Donc je pense, et l'intérêt, ce qui est très, très intéressant au niveau, c'est que actuellement, l'ERA-EDTA attire énormément de néphrologues de Chine, d'Inde, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, beaucoup plus à la limite que la SN. Écoutez, quelqu'un qui veut faire de la médecine, il faudrait d'abord lui dire que c'est quelque chose, aujourd'hui, c'est passionnant. Il faudrait quand même qu'il sache que c'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que c'est quelque chose d'exigeant. C'est quelque chose d'exigeant au niveau de l'apprentissage, au niveau de la mémoire, au niveau du travail. C'est quelque chose d'exigeant également au niveau du futur parce que on va aborder un monde de souffrance, un monde de patients et c'est souvent très difficile, en particulier en néphrologie, de vivre au jour le devenir des patients. Vous investissez dans votre patient qui sont malades et puis parfois le patient vous échappe. Parfois vous avez ce qu'on dit en failure, c'est-à-dire que vous n'avez pas le succès. Vous avez un patient que vous n'êtes plus capable de maîtriser. C'est épouvantable à supporter. Quand vous avez un patient que vous ne pouvez pas guérir, un patient qui vous échappe du contrôle, c'est une épreuve difficile. Et donc la médecine peut être très rewarding, peut être très, disons, apporter quelque chose dans le cas où vous faites un grand diagnostic, vous avez ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Mais ça a une contrepartie, c'est l'échec. Et il faut être préparé également à l'échec, parce que l'échec c'est difficile à supporter. Et donc un jeune qui ferait la médecine par enthousiasme, je lui dirais oui, c'est difficile, et c'est un métier très prenant, mais c'est un métier qui a des deux aspects. L'aspect qui va vous apporter énormément, mais c'est un métier dur aussi, parce que l'échec est dur. L'échec se traduit par un échec auprès du malade. Et donc ça c'est quelque chose, il faut les prévenir, parce que souvent ils voient la médecine un petit peu, toujours avec l'optique de docteur, vous savez, avec le côté qui a disparu. C'était un des personnages de la ville. C'est plus ça. Maintenant, il faut savoir que c'est un métier difficile. C'est un métier qui est difficile à apprendre. C'est un métier qui est beaucoup demandant. Qui est un métier qui apporte beaucoup de satisfaction, mais également beaucoup de peine, pour ce que je viens de vous dire. Et je leur dirais de choisir la néphrologie. Je leur aurais dit sans aucune hésitation de choisir la néphrologie à l'époque où je l'ai choisi moi. Parce qu'à cette époque, la néphrologie était certainement la discipline la plus scientifique dans les spécialités cliniques. Vous aviez l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance rénale aiguë, l'immunologie clinique, la transplantation, la néphrologie clinique, tout ça dans une même discipline. Alors évidemment, entre-temps, c'est parti un petit peu partout. Et donc la néphrologie, aujourd'hui, c'est plus la néphrologie de mon époque. Aujourd'hui, la néphrologie, c'est beaucoup d'insuffisance rénale chronique, d'hémodialyse et de néphrologie clinique. Mais c'est plus cette discipline polyvalente qui englobait pratiquement tout le champ de la physiologie jusqu'à la pathologie. Alors je leur dirais de bien réfléchir, et ce que je leur dirais moi aujourd'hui,
c'est de faire de la néphrologie, oui, parce que j'aime cette discipline, mais de ne pas la faire seule, de toujours la coupler à ce que je vous disais tout à l'heure, à des études fondamentales sur le génétique, de ce que vous voulez, mais d'avoir une formation également scientifique et ne plus se contenter d'avoir juste une formation clinique. Mais je dirais toujours la néphrologie, oui, avec la réserve que bon, je suis vieux, hein, je vais radoter. Qu'il fut une époque, à l'époque des grands glorieux que vous avez interviewés, à l'époque Hamburger, Legrain, Richet, Miliez, Jean-Philippe Méry, qui englobaient tellement de choses, qui aujourd'hui sont partis un petit peu à gauche, à droite, la médecine intensive, la hémodialyse à part, la transplantation à monde. Bon, ça c'est l'évolution normale de la sous-spécialité. Par contre, il y a une chose également dont on n'a pas parlé, c'est le fait que, à mon avis, dans l'enseignement un petit peu trop étroit des différentes disciplines, on a oublié une chose fondamentale, c'est que je définis en général comme ça. Au départ, un être humain, c'est une cellule. Plusieurs cellules, ça devient multicellulaire et multi-organes. Et on oublie que toutes ces cellules et tous ces organes se parlent toute la vie. Et qu'il faudrait avoir une approche beaucoup plus systémique de l'approche médecine. C'est comme ça qu'aujourd'hui, grâce à la génétique, aux manipulations génétiques, on vous démontre qu'un os est capable de contrôler l'énergie, les dépenses énergétiques, que l'os et le vaisseau se parlent. Donc c'est ça aujourd'hui que, pour en revenir à l'enseignement, il faudrait un petit peu élargir et effectivement devenir un peu plus, disons, ouvert d'esprit. Mais la néphrologie, je la recommencerai quand même, malgré les réserves que je vous ai mises. C'était une discipline fabuleuse quand elle englobait l'insuffisance rénale aiguë, le chronique, la transplantation, l'hypertension, la néphrologie clinique, la physiologie. Bon, aujourd'hui, c'est parti un petit peu chacun dans ses sens. Et je pense que découper la médecine trop en tranches étroites, sans oublier que tous ces organes se parlent, c'est un dommage. Et ça mériterait peut-être dans l'éducation du médecin de leur dire, ma foi, oui, mais un podocyte, ça peut parfaitement influencer la fonction d'un os, ou d'un os, la fonction d'un podocyte, ou vice-versa. Hein. De toute façon, on sait que l'os fabrique des hormones qui influencent la fonction tubulaire. Vous voyez, donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait également que l'enseignement soit un peu plus ouvert vers ne pas se rétrécir trop dans de unidisciplinaire. Et la médecine translationnelle est une façon d'en s'en échapper également. Parce que vous faites des travaux sur le lymphocyte et vous trouverez que ça va répercuter sur le foie ou sur n'importe quoi d'autre. Ça, c'est des travaux extraordinaires. Mais je leur dirais à ces jeunes de faire du fondamental en même temps. Mais je pense que c'est une approche qui, en Europe maintenant, enfin d'une façon générale, ils font tous un DEA avec donc une maîtrise, un PhD. Je pense que c'est indispensable pour le futur. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus que vous aimeriez dire? Ce que j'aimerais dire, c'est merci à tous les grands maîtres que j'ai eu l'honneur de connaître et qui m'ont effectivement peut-être qui m'ont beaucoup apporté. Et je voudrais surtout leur dire merci. Et à tous ceux avec lesquels j'ai eu l'occasion de collaborer, même s'ils n'ont pas 85 ans. Voilà, c'est ça que je voudrais leur dire surtout. Merci. Merci.